Fresh Morning. La Fresh Morning. L'actualité internationale avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. La semaine était bien pour toi? Oui, oui. Et ton émission Culture Urbaine, ça démarre quand? Très certainement, je sais pas, je crois que c'est Gina qui... C'est toi qui mets les programmes, non? Parce que moi, je suis déjà prêt, hein, je crois. Mais les Qu'est-ce jours que ont tu veux déjà été partager calés. à travers cette émission? Alors, c'est vraiment la découverte de l'histoire des musiques urbaines. Parce que déjà, même le générique même des musiques urbaines, les gens, en général, mettent un peu tout et n'importe quoi dedans. En fait, de manière très simple, on entend par musique urbaine, en fait, les musiques qui ont été créées dans les grandes villes et qui sont jouées principalement dans les grandes villes, par opposition aux musiques dites traditionnelles, qui sont dans les zones rurales, dans les zones un peu en dehors des grandes villes. C'est ça, les musiques urbaines. Donc, maintenant, je reviens sur l'histoire des musiques urbaines, parce que cette histoire-là des musiques urbaines commence véritablement à partir de la fin de l'esclavage aux États-Unis en 1865. Pourquoi? Parce qu'avant cela, les esclaves qui étaient totalement déconnectés de leur continent mère, jouaient de la musique seulement à partir d'instruments de percussion et de manière a cappella. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de jouer d'instruments de musique. C'est après la fin, après la fin de la guerre de sécession, avec l'abolition de l'esclavage, que les Noirs vont commencer à user de ces instruments. D'abord dans les églises, et donc c'est à partir de là que va naître le Negro Spirituals. Mais avant ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne chantaient pas. Ils chantaient des chansons, notamment dans les champs de coton et café et autres, qu'on appelle des walk songs. C'était des chansons qui leur permettaient évidemment de supporter la difficulté à travailler, les conditions extrêmement difficiles. Et donc, à partir de là, et il y a les Negro Spirituals aussi à cette époque-là. Et puis, lorsqu'ils vont commencer à maîtriser les sons, et comme c'était dans les églises qu'on leur permettait évidemment d'utiliser ces instruments-là et de chanter, et donc va naître d'abord le gospel. Et c'est le gospel qui va devenir le premier style, on peut dire, plus ou moins moderne des musiques jouées par les esclaves américains affranchis. Donc, dans ton émission, il y aura des références historiques, des dates. Exactement. Avec les différents styles qui sont nés par la suite. Donc, après le gospel, on est arrivé au blues. Après le blues, on est arrivé au jazz. Le jazz a donné, avec ses différentes composantes, avec le bebop notamment, et puis tout ce qu'il va avoir comme des déclinaisons par la suite, comme le jazz fusion qui va donner naissance à d'autres styles de jazz. Après, on va avoir le rhythm and blues Le rhythm and blues, c'était un terme qu'on a trouvé pour enlever le terme race music. C'est plutôt un terme marketing. Ça ne définit pas un style en particulier. Le rhythm and blues. Le rhythm and blues. En fait, la race music, c'était un terme que les maisons de musique qui étaient dirigées par les Blancs à l'époque voulaient désigner comme un style de musique fait par des musiciens noirs pour le public noir. Parce qu'à l'époque, dans certains États où il y avait la ségrégation et dans la plupart des États où les radios étaient tenues par des Blancs, ils ne diffusaient pas des musiques de Blancs parce qu'ils estimaient que les Blancs n'étaient pas... des musiques de Noirs, parce qu'ils estimaient que le public blanc en général ne serait pas intéressé par ce style musical-là. Mais il y a quand même une société noire qui commence à émerger, qui a ses propres goûts et qui est consommatrice. Et donc, les maisons de disques sont évidemment conscientes de cela. Et puis, il y a de très bons musiciens. Et puis, par la suite, donc c'est cette race music là et puis dans les années 60 avec la montée des Noirs notamment qui revendiquaient plus pour leurs droits, on va considérer que le terme race music c'était un terme très péjoratif et c'est ainsi qu'on va le remplacer par le terme rhythm and blues qui correspondait bien au style que représentait le rhythm and blues. Bon, après ça va donner, on va avoir la soul après dans les années 60, puis on va avoir le funk dans les années 70 et puis au milieu des années... Là, tu es focalisé forcément sur les musiques urbaines qui sont nées en Occident, en Amérique. En Amérique, ça c'est d'abord il y avait des naissances de la musique en Afrique. Mais il y aura aussi des émissions, notamment quand on regarde l'afrobeat. C'est là, par exemple, c'est très intéressant l'afrobeat. L'afrobeat, par exemple, qui est né au Nigeria, qui est en fait un style musical qui est né de Fela, parce que Fela, il ne faut pas l'oublier, Fela, il fait d'abord un style, disons, on peut dire tradimoderne, c'est-à-dire qu'il prend les rythmes Yoruba, qui sont les rythmes de son ethnie, et puis il essaie de mettre des instruments modernes comme dessus. Comme le saxo, mais vraiment sans aucune volonté de mettre un message
engagé à l'intérieur, sans mettre une connotation politique, sans mettre, tu vois, non, purement artistiquement comme ça. Et puis quand il va aller aux États-Unis en 69, il va être invité pour jouer devant un public noir. Et là, il va rencontrer des représentants des Black Panthers qui vont lui montrer l'importance de l'identité noire, l'importance pour un artiste de revendiquer ou un individu. Un gars qui est en Afrique, dans son pays africain, qui n'est africain, pourquoi il va revendiquer quoi que ce soit? C'est naturel pour lui. Parce que nous sommes dans des sociétés où malheureusement nous faisons face à avec l'esclavage et avec la colonisation, on a remis en cause notre culture en disant que notre culture n'est pas bonne. Il faut plutôt que nous acquérions ou bien que nous nous identifions à la culture du colonisateur. Hein, et donc ça nous a fait perdre nos repères. Et donc, Fela, dans une volonté, évidemment, il ne nie pas le fait qu'il est né dans une ère où il y a des instruments modernes, mais il veut aussi revenir à une forme d'authenticité, et c'est ça qui va lui donner une forme d'originalité, et c'est ça qui va le démarquer des autres artistes musiciens du Nigeria. Maintenant, quand on regarde bien, l'afrobeat en lui-même, Fela n'a pas été le premier à faire cette fusion-là entre les styles modernes et traditionnels. Il y a d'autres qui l'ont fait, exactement, avec ce qu'on appelle la high life, qui est un style musical que l'on retrouve notamment à la frontière entre le Nigeria et le Ghana. Donc, tout ça, et même jusqu'au Cameroun. Et donc, ce sont ces genres musicaux-là, Fela va s'inspirer de ceux qui avaient déjà été faits dans le high style, et puis avec sa virtuosité aussi, il ne faut pas l'oublier. Fela, c'est un génie de la musique, c'était un génie de la musique. Et donc, avec son talent inné qui est vraiment ses capacités de musicien surdoué, lui, il va porter ça à un niveau qui va faire que, évidemment, il va rentrer dans la légende. Donc, Légende urbaine, en fait, c'est une émission musicale et historique. Exactement, c'est ça l'objectif. Parce que souvent, et éducative, il faut savoir qu'une musique ne sort pas de nulle part. Il n'y a pas un artiste qui se lève comme ça un matin, pas filer un éclair de génie, non. La musique que produit un artiste, c'est d'abord le résultat de ces différentes sensibilités acquises de par l'expérience, acquises de par l'éducation, acquises de par son histoire même particulière propre. Et c'est ce qui fait que chaque artiste est particulier, même si à un certain moment, ils jouent tous un même style musical. D'accord. Et là, évidemment, ça, ce sont des thèmes qu'on va aborder tout au long de cette saison. D'accord, donc l'émission Culture Urbaine arrive bientôt dans la grille des programmes d'Urban FM. Jean-Paul, aujourd'hui, c'est l'actualité internationale, on parle de quoi? On va parler toujours du corona, puisque ça y est, les pays européens ont décidé de lancer la phase de vaccination massive des populations. Le premier pays au monde à se lancer dans cette phase de vaccination massive, c'est l'Angleterre. Boris Johnson l'a annoncé cette semaine que dès la semaine prochaine, donc dès lundi, l'Angleterre va commencer à vacciner massivement ses populations, mais principalement d'abord les populations les plus sensibles. Les plus sensibles, donc les personnes âgées qui sont d'abord la première cible, et puis les personnes souffrant de comorbidité. Alors, il faut savoir que les premières doses donc seront livrées certainement ce week-end, comme par l'entreprise Pfizer. Pfizer qui a préparé, non pas Pfizer, c'est AstraZeneca, et en collaboration avec l'université d'Oxford, qui vont livrer les premières doses de vaccin pour ce qui concerne l'Angleterre. Maintenant, certainement, dans les semaines qui viennent, d'autres pays vont emboîter le pas. D'abord les États-Unis avec le vaccin de Pfizer pour lequel l'administration de Donald Trump est en train d'accélérer le processus d'homologation à travers une homologation spéciale en raison de l'état d'urgence sanitaire dans lequel se trouvent les États-Unis. Il ne faut pas oublier que depuis quelques semaines, les contaminations et les décès sont partis à la hausse. Selon l'université qui fait référence à la matière, l'université Johns Hopkins a indiqué que rien que mercredi dernier, il y a eu 2700 décès aux États-Unis. Et pour la première fois de l'histoire, quand on calcule le nombre de décès, le nombre de contaminations et le nombre d'hospitalisations, on a dépassé la barre des 100 000. Donc ça veut dire que la situation est particulièrement grave en dépit des efforts énormes mais tardif que Donald Trump essaie de déployer. Il faut maintenant passer à une phase de vaccination en dépit du fait que quand on regarde le vaccin, on ne sait pas trop comment est-ce que ça va évoluer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si 3 entreprises ont déjà commencé à diffuser des résultats parcellaires
qui disent des résultats préliminaires. Il faut savoir que dans ces résultats qui ont été mis en avant, il y a plein de paramètres qui ne sont pas publiés et pour lesquels, évidemment, on n'aura pas de réponse pour l'instant. D'abord, il faut savoir que les 3 entreprises qui ont publié leurs résultats, les résultats préliminaires, il y a l'entreprise Moderna, la start-up américaine de biotechnologie. Il y a l'autre entreprise américaine, Pfizer, qui a mis en place ce vaccin en collaboration avec le laboratoire allemand BioNTech. Et puis, il y a le laboratoire, le centre de recherche Gamaleya, qui est un centre de recherche russe, qui a mis en place un vaccin qu'on appelle le Sputnik 5. Et donc, ces 3 laboratoires-là ont donc publié une partie de leurs résultats. Pourquoi une partie? Parce que les tests continuent. Il faut savoir que la première chose qu'on nous a dit, c'est que le virus est efficace pour la plupart de ces vaccins-là, à plus de 90%. Maintenant, la deuxième chose que l'on ignore, c'est est-ce que cette efficacité-là permet de protéger contre le virus ou bien permet d'empêcher de tomber gravement malade? Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisièmement, quelle est la durée de l'immunité? Est-ce qu'il y a une immunité? Si oui, combien de temps dure-t-elle? Ça aussi, c'est le troisième élément que l'on ne connaît pas. Et puis, le quatrième et dernier élément tout aussi important, c'est les effets secondaires. Quels sont les effets secondaires de ce virus-là sur les patients? Et là, évidemment, on n'a pas de réponse parce que pour avoir des réponses sur toutes ces questions-là, il faudrait faire des études sur une période assez longue. Or là, le virus existe depuis à peu près 7 mois, depuis à peu près 1 an. Les recherches en la matière ont démarré il y a à peu près 6-7 mois. Et donc, on a commencé comment on appelle ça? On a commencé la phase 3, c'est-à-dire la phase d'expérimentation sur l'homme seulement il y a quelques semaines, voire quelques mois, 2 ou 3 mois. Et donc, tout ça, c'est extrêmement court pour avoir des résultats définitifs qui pourraient nous dire si oui ou non, évidemment, on pourrait avoir des réponses sur tous les éléments que je viens de poser là. Or, malheureusement, il y a l'état d'urgence sanitaire qui est là. Il y a le fait que, évidemment, les experts se contredisent déjà sur quel type de traitement serait efficace déjà pour une meilleure prise en charge des malades. On a vu le cas sur l'hydroxychloroquine ici, où on a dit que c'était le médicament efficace, puis il n'était pas efficace, puis il était efficace. Et puis du coup, les différents programmes de recherche l'incluaient, le retiraient, Discovery. Donc vraiment, déjà, les experts ne s'entendent pas. Et même, il ne faut pas oublier qu'en la matière, le professeur Raoult, qui est l'un des fervents défenseurs de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, fait face à une poursuite judiciaire de l'Ordre des médecins en France, qui justement l'accuse d'avoir mis en danger la vie des patients en leur faisant croire qu'il y avait un remède miracle, évidemment, l'hydroxychloroquine, qui serait efficace pour les soigner face au coronavirus. Donc ça, évidemment, on attend ce que la justice va dire. Ce sera c'est une autre bataille juridique qui sera très suivie parce qu'évidemment, il va à la fois avoir des arguments techniques et scientifiques et puis il y aura aussi des arguments juridiques que l'on va essayer de regarder et de voir. Et donc, malgré cela, donc, du fait qu'il n'y ait pas une ligne claire en termes de stratégie aussi de la part des États, même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas une stratégie claire. Chaque pays essaie d'aller un peu de son côté pour essayer d'élaborer sa propre stratégie, négocier avec les laboratoires. Donc tout ça fait qu'il y a très peu de lisibilité en matière de stratégie. Que ce soit en Europe, on peut aller en Asie, c'est la même chose avec la Chine qui a aussi mis en place son vaccin, mais dont on ne connaît évidemment pas les résultats des recherches. Et eux ici, ils disent que le vaccin, semble-t-il, est très efficace. Ils ont fait des essais notamment en Chine et au Brésil. En Chine, c'est sur un échantillonnage assez élevé. Au Brésil, c'est juste sur des équipes de personnel de santé dans certains centres de ville qui sont très affectés par le Covid-19. Donc là aussi, on n'a pas véritablement les résultats et donc on ne sait pas dans le fond ce qu'il y a. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que le vaccin en lui-même, c'est un vaccin. Les gens, on ne le dit peut-être pas assez, mais vous ne le savez, on ne vous le dit pas assez parce que pour ne pas éveiller la peur, il faut savoir que ce vaccin, le vaccin notamment mis en place par Moderna et Pfizer, c'est un
c'est un vaccin qui n'a jamais été mis au monde dans la technique. C'est-à-dire que cette fois-ci, il faut savoir qu'un vaccin, qu'est-ce que c'est? On prend un virus, une bactérie, on la rend totalement inoffensive et c'est cette bactérie rendue inoffensive qu'on vous inocule. Or là, en l'occurrence, on ne vous inocule pas un virus préalablement désactivé, mais on vous inocule le code génétique de ce virus-là à travers un ARN messager. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais encore été fait et donc c'est totalement nouveau. Et donc en général, quand quelque chose est d'un tel niveau d'innovation, la prudence voudrait que on fasse d'abord de longues études pour voir les effets à court, moyen et long terme, mais semble-t-il... Il faut quand même avouer que Jean-Paul, on est en 2020, la technologie de la médecine a sauvagement évolué, quoi. Oui, mais attention, la médecine c'est aussi sensible. Si on se trompe, les effets peuvent être dramatiques. C'est la raison pour laquelle, étant donné que la médecine est liée à la vie de l'individu et toutes les vies sont chères, donc il faut faire preuve de beaucoup de prudence, y compris même si on est dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire. Cela ne doit pas empêcher que, là je m'adresse aux autorités scientifiques, ça ne doit pas leur empêcher de ne pas prendre cet élément-là en compte. Donc malheureusement aussi, il faut aussi voir qu'il y a une réalité qui est là, il y a une urgence politique, l'urgence sanitaire entraîne une urgence politique, parce que lorsque vous êtes dirigeant et vous faites face à une situation totalement inédite comme celle que vivent, notamment, je parle surtout des pays européens, pays asiatiques et américains, donc les pays dans lesquels cette pandémie la frappe fortement, on est obligé de faire des choix et parfois maintenant, ces choix-là ont des risques et les risques d'être particulièrement élevés si les décisions ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on met en place ce type de vaccin et on ne connaît pas véritablement les effets à moyen et long terme sur les individus en fonction du genre, en fonction de la race, en fonction de l'âge. Donc tous ces critères-là, on ne peut obtenir des données nous permettant d'avoir des réponses précises sur ces questions-là que sur le moyen et du long terme. Et malheureusement, on n'est pas encore sur le moyen et le long terme. C'est la raison pour laquelle, même si on a déjà des milliers de doses qui sont déjà produites et qui vont commencer à être distribuées à partir de ce week-end, ça n'empêche pas que les laboratoires en back-office continuent leurs recherches, continuent à faire des tests, continuent à accumuler des données, à les analyser pour, évidemment, comprendre... Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation de Resident Evil. Voilà, disons que voilà, là c'est bon, on ne va pas arriver là, je ne pense pas. Mais au moins, il y a un risque qui est là, mais étant donné qu'on est aussi dans le cadre d'une urgence sanitaire, parfois les politiques n'ont pas le choix, ils sont obligés entre deux mots de choisir entre deux mots, il faut choisir le moindre mal, et donc le moindre mal c'est donner du crédit aux scientifiques donc de Moderna et des différents laboratoires en se disant que s'ils disent que leur vaccin est efficace, on leur accorde la confiance qu'il faut parce que ce sont des scientifiques éminents et puis on va essayer de vacciner un maximum de personnes pour essayer de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est la raison pour laquelle, notamment dans les pays, on ne va pas vacciner de manière massive toute la population. On fait des vaccins massifs d'abord sur les populations à risque et puis deuxièmement, la vaccination va se faire sur la base du volontariat parce qu'on sait souvent que lorsque l'on met une obligation à se vacciner, ça a un effet contre-productif. Les gens vont forcément se dire qu'il y a certainement anguille sous roche et ça va créer une forme de répulsion, de refoulement de la part des populations qui ne voudront pas se faire administrer ce vaccin-là. Donc, il est clair qu'à partir de la semaine prochaine, on va assister à des vaccinations massives de populations, notamment en Europe et aux États-Unis. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir évidemment comment la pandémie va évoluer après ces vaccins massifs-là et quels seront les effets sur ces populations-là à moyen et à long terme. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin pour l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. 7h le matin, minuit, 3h la nuit. Da Fresh Morning.